tables, ladders, and chairs. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Ça y est, me revoici pour enfin, je dis bien enfin, la review de TLC 2018 qui aura mis du temps. Je vous l'avais dit que ça risquait d'arriver tard, mais au moins elle va arriver à temps, sous votre sapin, avant Noël, et c'est ça le plus important. Et au passage, vous aurez noté ma nouvelle intro, et j'espère qu'elle vous plaira. Un peu plus punchy, un peu plus moderne, qui annonce peut-être de grandes choses pour 2019, sait-on jamais. Voilà, il y avait besoin d'un petit relooking, un peu plus de 2 ans que la chaîne existe. Voilà, il faut un peu changer, à l'instar de ce qui se fait actuellement à Raw et à SmackDown. Il y avait besoin de shaker les things up, comme ils disent. Bref, allez, on va passer tout de suite au kick-off, puisqu'il y a quand même une grosse carte. Alors, il y avait tout d'abord le match Cruiserweight, et oui, ils ont commencé par les Cruiserweight dans le kick-off, un petit peu décevant. Murphy, Alexander, j'avais un peu peur qu'ils finissent dans le kick-off. Et oui, c'est arrivé, même si j'y croyais à la main card, j'y croyais parce que il semblait Vince faire confiance de plus en plus aux Cruiserweight, on les voyait de plus en plus. Et ben du coup, j'étais un peu déçu qu'ils soient relégués à nouveau en kick-off. Bref, bah du coup, le tarif, c'est match de kick-off de Cruiserweight, comme d'habitude, donc c'est 10-12 minutes. Là, en l'occurrence, 10 minutes 25. Un bon match, brutal. Alexander a dominé, quand même. Il a même réussi à porter son lumberjack, mais Murphy était près des cordes et du coup il a pu poser le pied dessus. Mais voilà, les coups ont claqué. On a vraiment entendu les coups claquer, les coups de pied, les coups de genoux. Et c'était voilà, il y avait quand même ce petit aspect brutal qui en a fait aussi un match pas qu'aérien, pas que cruiserweight entre guillemets. Mais il y a aussi le petit côté stiff qui va avec et qui est aussi caractéristique de Buddy Murphy. Mais au final donc, on a la Murphy's Law qui conclut le match. Victoire donc logique de Buddy Murphy dans un bon match, un peu court malheureusement, mais c'est le tarif kick-off et aussi on peut le dire le tarif cruiserweight. Mais ça méritait largement la carte principale. Donc pas de surprise. Et je donne la note de 3,25 en étoiles, bien sûr, 3,25 étoiles. On va voir ce qui se profile à l'horizon. Alors, je pensais qu'on allait voir un petit heel turn d'Alexander sur Mustafa Ali, par exemple. Bon, on a appris que Mustafa Ali avait été transféré à SmackDown, ce qui est une très très bonne nouvelle. Je suis très heureux pour lui. Et il le mérite. Donc, on va voir ce qui se passe pour Alexander. Il peut peut-être faire quand même un heel turn, mais on verra bien sur qui. Voilà, mais en tout cas ça manque un peu il faudrait un autre babyface du coup pour remplacer Mustafa Ali. Ça va pas être facile du côté de 205 de remplacer Mustafa Ali. Match suivant, donc c'était le deuxième match de kick-off, parce qu'on ne savait pas quel était le programme de ce kick-off. C'est Elias contre Lashley dans un entre guillemets un guitar on a pole match, un ladder match avec la guitare suspendue au-dessus du ring. C'est pas plus mal de l'avoir mis en kick-off parce que c'était un match un peu bas les couilles, il faut le dire. Déjà première chose, une petite surprise puisque Jojo, l'annonceuse, a dit qu'il fallait prendre la guitare pour gagner tout simplement. Alors que normalement on s'attendait tous à ce que la stipulation soit qu'il faut d'abord récupérer la guitare et qu'ensuite on peut s'en servir sur son adversaire et que au final il fallait quand même faire le pin ou la soumission pour s'imposer. Et en fait il suffisait juste de se saisir de la guitare, donc très étonnant comme choix. Et le match fut court, il n'a duré que 6 minutes et c'est pas plus mal. Il y a eu 2-3 écrasements sympas, sur les échelles, des petits bumps. Mais au final, malgré une tentative de Lio Rush quand même pour doubler Elias en haut de l'échelle pour prendre la guitare, Elias réussit à s'en saisir et à donc l'emporter. Demi-surprise on va dire, mais au moins on va dire que Lashley réussit à s'en sortir à l'aide de Lio Rush, puisque Elias est écrasé par la guitare au final par Lashley et Rush s'ajoute à cela avec un frog splash. Donc il y a une défaite de Lashley certes, mais il finit quand même un peu renforcé quand même avec Elias qui est détruit au final par la guitare. Même si on peut se dire que quand même, est-ce que vraiment une baraque comme Lashley a besoin de Lio Rush pour détruire Lashley?
pour détruire Elias, pardon. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre dit comme ça. Mais bon, voilà, Rush, il joue son petit rôle de trublion, voilà, de plutôt de bonne façon, on va dire. Et c'est un petit singe aussi, il est très agile, donc le fait de le voir aussi monter à l'échelle très rapidement, c'est quelque chose que j'avais envisagé. Mais voilà, le match en lui-même, il est très 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 oubliable, très court. Et voilà, j'espère qu'on va passer à autre chose entre ces deux hommes. Maintenant, pour la Chi, ça va être un peu difficile à mon avis. Et Elias, il peut peut-être aller chercher un titre intercontinental, hein, maintenant qu'il est face et qu'on a un champion heel, on va en parler plus tard. Ça peut aussi être ça l'avenir pour Monday Night Raw. La note, 2 étoiles 25. J'aurais même pu mettre 2 étoiles. Je suis un peu généreux, c'est Noël. Ça doit être à cause de ça. Match suivant, on va passer directement donc à la carte principale. C'était la finale du Mixed Match Challenge entre Alicia et Fabulous Truth, que j'attendais plutôt en kick-off. Donc c'était un peu la surprise. Mais cela étant, ça a été un bon choix quand même d'opener, puisque ça a été un match vraiment dans la veine du tournoi, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Moi j'ai vu tous les matchs du tournoi, et c'est exactement dans la veine du tournoi. Match court, seulement 6 minutes, du pur comedy wrestling, vraiment à l'image de tout le tournoi. Et au final, donc Carmella qui surprend Alicia Fox avec le Call of Silence. On a eu le droit, enfin, évidemment, au Dance Break, hein, comme d'habitude, avec une petite danse aussi des Singh Brothers, hein, qui sont ajoutés au Dance Break. Ça, c'était pour le petit moment marrant. Et donc, des congés, hein, pour les vainqueurs. Donc, Fabulous Truth vont être un petit peu en vacances. Sauf qu'en promo, Truth annonce qu'ils vont aller dans les locaux de Sanford, Connecticut, dans les locaux de la WWE, les quartiers généraux. Ce qui, évidemment, ne plaît pas trop à Carmella. Alors, est-ce que ça va servir pour les biens de la storyline qui vont arriver peut-être pour le Rumble, parce que ce segment en soi j'ai pas trop compris, il a pas trop d'intérêt. Maintenant, je vous l'ai dit, R-Truth en numéro 30 au Rumble féminin, je pense que ça peut arriver, ça me semble assez clair, et je vous avais dit de toute façon que Fabulous Truth allait gagner ce tournoi à cause de ça, pour l'idée d'un R-Truth qui va faire une connerie, une énième étourderie, il va se pointer au Rumble féminin et peut-être qu'il ne se rendra même pas au Rumble masculin, ce qui va du coup laisser la porte ouverte à un autre catcheur, puisque je pense que c'est un peu ce que tout le monde attend, parce que c'est vrai que ne connaître d'avance le numéro 30 au Rumble et en plus savoir que ça va être R-Truth, forcément ça va un peu beaucoup de fans vont être un peu déçus, et moi y compris, mais je pense que il faut pas trop s'en faire et qu'on va avoir quand même le droit à une bonne surprise pour le numéro 30. Reste à savoir comment ça va être booké, si ça va être une attaque par derrière, que Truth va peut-être se pointer et il va t'attaquer par derrière, ou alors donc R-Truth va faire un no-show, personne n'arrive à arriver jusqu'à ce que finalement quelqu'un de surprise arrive, voilà, pourquoi pas. Bref, je suis quand même un peu hypé par ce qu'ils vont nous faire. Carmella par contre je pense qu'elle va quand même venir, alors il reste à voir si c'est pas Truth qui va pointer au Rumble féminin. Bref, il y a quand même pas mal de choses à faire. Voilà, le match il est vraiment oubliable, hein, c'est vraiment de la comédie wrestling, mais finalement un choix d'opener qui était quand même plutôt sensé. 1,75 en ce qui concerne la note. Match suivant qui aurait pu et qui aurait dû pour moi, enfin c'était pour moi mon pronostic de kick-off, c'était le match par équipe, triple threat match de SmackDown entre les New Day, The Bar et les Usos. Match de 12 minutes, rythmé, spectaculaire, bordélique par moment, il faut le dire aussi. Mais au final, c'est Xavier Woods qui se fait surprendre par un Brock Kick. Très 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 impactant le Brock Kick, hein, il l'a bien démonté, hein, chez Mus. Un Brock Kick alors que donc Woods tentait son slingshot DDT, hein, sans doute. Et donc il se fait vraiment démonter la gueule par ce Brock Kick de chez Mus. Donc The Bar conserve les titres comme je vous l'avais prédit. Et c'est plutôt une bonne chose. Pas de Sanity en revanche, hein, pas d'intervention. Même si finalement on les aura vus dans le dernier SmackDown, et du coup comme quoi j'ai quand même malgré tout eu un peu le nez creux en évoquant le retour de Sanity, d'autant plus qu'on annonce déjà Nikki Cross dans le main roster, donc peut-être qu'elle va revenir du côté de Sanity. En tout cas, c'est bien que ni les Usos ni New Day ne reprennent les titres, parce que ça commence à commence à lasser à la longue, et puis en plus comme je vous disais, on sent vraiment que Shane McMahon et le Miz pourraient constituer une future équipe et avoir un run en tant que champion avant un split et avant
une confrontation à WrestleMania entre les deux hommes. C'est vraiment comme ça que je vois les choses pour l'avenir. Et à mon avis, donc, c'est Shane et The Miz qui vont battre The Bar pour les titres. Voilà comment je vois les choses. La note 3,75 parce que c'est quand même encore un bon match spectaculaire du grand classique. Mais quand on a New Day, The Bar et Usos, déjà on part avec, on va dire, 3 étoiles minimum. Hein, il y a quand même déjà du bon level dès le départ, quoi. C'est quand même difficile de chier les matchs quand on a ces trois équipes là sur le ring. Match suivant, match entre Baron Corbin et Braun Strowman, disons normalement, puisque finalement ça aurait été un segment. Slater, qui était donc l'arbitre de ce match, comme prévu, on a Corbin qui demande à Slater de faire le compte de 10 pour proclamer sa victoire. Slater fait le compte de 10 réglementaire, sauf que la musique de Braun retentit avant la fin du compte. Braun est donc bien là, mais il a le bras en écharpe, donc il était quand même pas remis, c'est ce qui n'est pas une surprise. Braun rappelle que quand même, il prend le micro, il rappelle que c'est un no DQ, et que donc toutes les victimes de Corbin, à ce moment-là, se pointent, avec une chaise. On a Rude et Gable, on a Cruz, on a Balor, et donc on a même Heath Slater qui enlève son t-shirt d'arbitre et qui frappe Corbin. Ce qui est drôle, c'est qu'on a que des babyface finalement parmi cette liste de catcheurs. On aurait pu quand même avoir The Revival qui avait pourtant eu des raisons d'être là, évidemment tous ces matchs Lucha House Party là, avec la Lucha House Rule, ils auraient pu aussi avoir leur mot à dire. Bon, mais évidemment il faut mettre que des babyface. Plusieurs coups de chaise donc sur Corbin qui s'en va, mais à ce moment-là il y a Kurt Angle qui arrive pour la dernière lame, on va dire, comme prévu aussi, avec des coups de chaise répétés sur Corbin de sa part. Corbin se prend un moonsault de Gable, une combinaison moonsault neckbreaker avec Bobby Roode, un splash de Cruz, un angle slam d'Angle bien sûr, et le coup de grâce de Balor. Et Slater remet son t-shirt d'arbitre, Braun pose le pied sur Corbin, et bien sûr victoire de Braun. Corbin n'est donc plus General Manager. Braun affrontera donc bien Brock Lesnar au Rumble, c'est officiel, ça a été annoncé, et Braun gagne donc sans se fatiguer. Scénario plutôt logique au final, pas de match, donc pas d'évaluation possible, pas de note. C'était un segment qui valide le fait qu'on ait eu Corbin, à mon avis, versus Rollins en TLC match lors du Raw précédent, pour compenser justement ce non-TLC qui n'a pas eu donc ce non-TLC entre Braun et Corbin. Voilà, je pense que c'était aussi la raison de ce TLC match du Raw précédent. Et ce qui confirme aussi que Vince, à Raw, va annoncer quelque chose de nouveau au niveau des GM. Finalement, on a appris que c'était le pouvoir au peuple, mais que c'est un peu les McMahon quand même qui prennent le lead à 4, tout le monde, tous les McMahon, que ce soit Raw, SmackDown, voilà. Ça me paraît bizarre, je suis un peu déçu, je m'attendais à un vrai GM. En tout plus Corbin le lendemain à Raw a pris exactement la même correction, on a eu pratiquement le même segment, à part que c'est Angle qui a fini les choses en battant Corbin plutôt que Braun du coup au final. En plus il y a eu des coups de chaise, il y a eu un écrasement sur la table, ils auraient même dû faire ça à TLC, ça aurait eu plus de sens au vu du pay-per-view, et ils l'ont fait dans le Raw post-TLC, ce qui est un peu dommage. Voilà, la gouvernance des McMahon, de toute façon c'est l'autorité, donc on a ça depuis des mois, donc même des années, donc c'est pas nouveau. Le pouvoir au peuple, à mon avis, c'est une connerie, c'est une grosse connerie, et on va se le prendre en plein dans le fion à la fin. Et puis voilà, c'est bien d'annoncer des nouvelles têtes, comme EC3, comme Nikki Cross, comme Lacey Evans et Heavy Machinery, je suis très content. Et puis Lars Sullivan bien entendu, je suis très content, mais voilà, si c'est juste pour annoncer des nouvelles têtes, il va bien falloir faire aussi d'autres choses. Parce que si c'est pour annoncer des nouvelles têtes et puis qu'elles se fassent enterrer exactement comme tous les autres ex-NXT qu'on a pu voir, ça va pas changer grand chose. Le match donc il n'est pas notable, et donc on va enfin pouvoir passer à autre chose. Corbin peut-être lutteur quand même à nouveau, ça serait bien quand même qu'il redevienne lutteur, c'est quand même sa fonction première. Mais il a quand même de la hit, donc il a quand même fait du bon boulot au final, et c'est plus difficile d'avoir de la hit que de ne pas avoir de réaction du tout, et c'est quand même bien ce qu'il a pu faire. Même s'il a pris cher dans le dernier Raw, il faut le dire. Mais bon, c'est quand même globalement du bon boulot de la part de Corbin, même si c'est vrai qu'il était vraiment omniprésent lors des derniers Raw, et c'est bien enfin de passer à autre chose. On va passer maintenant
au match suivant. Match entre Natalya et Ruby Riott dans un table match. Match de 12 minutes quand même. Évidemment, la table de Jim The Anvil Neidhart était bien ramenée par la Riott Squad. Pardon. On a une esquive de Riott sur un coup de bélier de Natty et c'est Liv Morgan qui se mange une table. Là-dessus, on se doute de la suite avec Logan qui va sûrement se manger la table suivante. Et puis Riott qui va se taper la table finale. Et c'est exactement ça, puisque finalement on a un match avec un format un peu jeu vidéo, j'ai envie de dire, avec Natalya qui se farcit le premier couteau, enfin la première sbire, à savoir donc Liv Morgan qui a pris cher d'ailleurs son sub-bump, et ensuite le deuxième sbire avec Liv Morgan, Sarah Logan, qui se fait donc enfourcher tout simplement par Natalya sur la table. Et c'est vrai que ça fait très jeu vidéo puisque il suffit de prendre la table, d'être écrasé par la table pour ne plus bouger et disparaître. Vous savez, c'est comme dans les jeux, les beat'em up, les jeux de rue, de combat de rue, où dès qu'on bat un ennemi, il disparaît. Terminé quoi. Et là c'est un peu pareil. Logan et Morgan, elles se sont tapées la table et hop, terminé. On ne les a plus vues du tout. Et du coup, c'est une sorte de finale qu'on a ensuite, une fois qu'on a les deux sbires éliminés, on passe au boss de fin. C'est ça, c'est vraiment format jeu vidéo. On passe au boss de fin. Sorte donc de finale entre Natalya et Riott. Alors même si la règle n'est pas de foutre toute la Riott Squad à travers une table, quand même. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Riott installe la table de Jim Neidhart sur le coin. Elle tente même bizarrement un roll-up sur Natalya. Bon, ouais, c'est toujours très bizarre de voir ça, un roll-up sur un tables match. Bref. Puis on a quand même un sharpshooter de Natalya, Riott qui intelligemment fait tomber la table sur Natalya pour briser la prise. Natalya prend une table sous le ring ensuite à l'effigie de Riott, avec le gros sticker de Riott, puis enfile le blouson de son père. On se demande d'ailleurs ce que foutait le blouson de son père sous le ring, enfin bref. Natalya place ensuite Ruby Riott sur la table qui était à son effigie. Natalya monte sur la troisième corde mais se prend un kick de la part de Riott, et Riott tente à ce moment-là un Hurricane Rana, mais Natalya contre avec un powerbomb sur Ruby Riott qui s'écrase sur la table, donc un bon bump, avec une victoire évidemment logique de la part de Natalya. Match un peu chiant, avec beaucoup de temps mort, notamment dans la préparation des tables. Une fin un peu prévisible, lorsque Riott tente son Rana, on sent que quand même qu'elle va se faire contrer. Voilà, il y a un petit feel good moment pour Natalya. Mais le fait que la Riott Squad dans son intégralité passe pour des connes et passe pour des faibles, incapables de foutre Natalya à travers une table à 3 contre 1, ça c'est quand même un peu difficile à admettre et à comprendre. C'est vrai que c'est pas très cohérent. Et là Natalya a été un petit peu cheatée dans ce match, il faut le dire. Note 2,5, 2 étoiles et demie, voilà. Match qui est pas foufou, un peu lent. Il y avait un petit peu, voilà, on nous a quand même raconté un peu une histoire avec en quelque sorte ces free stage of hell, comme dirait Vince McMahon. Mais bon, à part ça, rien de spécial. Match suivant, match entre Drew McIntyre et Finn Balor. À nouveau 12 minutes, c'était quand même un temps récurrent dans ce show. Beaucoup de trash talk de la part de trash talking de la part de Drew McIntyre envers Balor. On a entendu pas mal de mots. You're nothing to me. You're pathetic. Look at me. Look at me. Too sweet. Too sweet. Fight. Fight. Voilà, que des mots comme ça, un peu pour teaser, pour piquer Balor. Et puis une surprise quand même. Une petite surprise avec Dolph Ziggler qui se pointe et qui arrive avec un super kick sur Drew McIntyre à l'extérieur du ring. Drew réplique avec un big boot quand même sur la chaise, sur la gueule de Dolph Ziggler. Mais Balor en profite derrière avec un drop kick dans le coin, avec quand même une aide, je crois l'aide d'une chaise. Bon, c'est toujours contestable, pas de disqualification. Dans le coin donc ce drop kick suivi d'un coup de grâce pour la victoire. Un peu surprise quand même. C'est vrai qu'on était nombreux à penser à une victoire de Drew McIntyre au vu de son booking actuel et de la menace de plus en plus grandissante qu'il représente. Et puis Balor était un peu quand même dans les fins fonds de la mid-card, il foutait vraiment rien, on ne lui donnait rien. Donc c'était un peu surprenant. Et je pensais que Drew McIntyre quand même avait besoin de cette victoire pour monter en puissance. Et c'est vrai que moi qui pense souvent à tout, enfin qui essaie de penser à tout dans mes pronostics, eh ben je n'avais même pas
pensé au fait que Dolph Ziggler reviendrait dans le game, puisque j'avais vu quand même qu'il avait pris très cher dans l'Euro précédent, hein, et avec notamment ce Claymore, je crois 2 Claymore même. Il avait vraiment pris cher de la part de Drew McIntyre, et je pensais qu'il allait s'absenter, et qu'il allait vendre une blessure au moins pendant 15 jours, et donc c'est pour ça que je ne pensais pas à déjà un retour de Ziggler. En ce qui concerne le match correct, qu'on aurait pu quand même avoir à Raw, hein, voilà, match que j'ai noté 3 étoiles. Et on a vu aussi que backstage, hein, Balor a été interviewé, il comprenait pas trop ce que foutait Dolph Ziggler, hein, pendant ce match. Mais est-ce qu'il a vu Raw d'ailleurs? Est-ce que Balor a vu le Raw, hein, puisque c'est quand même, finalement c'est quand même compréhensible, hein, vu ce qu'il a pris dans la gueule. Dolph Ziggler, c'est normal qu'il intervienne en quelque sorte, hein, quand même. Mais je me demande si Balor a bien vu Raw. Il comprenait pas quand même. Et Dolph Ziggler interrompt Balor durant l'interview et puis dit à Balor qu'il a eu de la chance qu'il soit là pour le faire gagner et s'attaque à Balor en le projetant sur des flycases. Voilà, et c'est intéressant de noter aussi que le face turn de Dolph Ziggler n'est pas si effectif que ça au final, et qu'on part finalement vers une nouvelle feud, mais qui intègre encore les 3 hommes, puisque lundi, donc demain à Raw, il va y avoir un triple threat match. Le match a été enregistré, mais je n'ai pas regardé les spoilers, donc on verra ce qui va se passer. Triple threat match entre Dolph Ziggler, Drew McIntyre et Finn Balor. Alors, j'avoue que j'étais un peu énervé que le Drew perde ce match, mais on va dire que j'ai été un petit peu plus indulgent quand j'ai vu le dernier Raw, donc où il s'est un peu repris quand même, il a détruit les 2 hommes, donc ça m'a fait un peu plus plaisir. Et puis ce triple threat match, j'espère qu'il va s'imposer, qu'on passe à autre chose, et puis qu'il monte progressivement, qu'il grimpe les échelons. 2019, je pense, pourra être son année. Il y a le Rumble, peut-être, on sait jamais, et un titre universel qui est tout à fait envisageable pour lui en 2019, donc il faut pas trop s'inquiéter pour Drew McIntyre. Et puis cette victoire, on va dire, elle a l'avantage de remettre un petit peu Balor dans la course, lui qui était perdu depuis plusieurs mois, et on annonce même, enfin il y a des news qui disent qu'il aurait un push Finn Balor, donc le projet Balor pourrait tout à fait aussi prendre place, donc peut-être que c'est lui qui va gagner le triple threat match. Si c'est pour piner Dolph Ziggler, il n'y a pas de souci. Moi, je veux surtout qu'on protège Drew McIntyre, bien entendu. Allez, on va passer maintenant au match suivant, match entre Rey Mysterio et Randy Orton, dans un chairs match. 11 minutes de durée, donc on est encore autour des 12 minutes traditionnelles du show. Jolie glissade de Rey avec la chaise, façon un peu planche de surf, c'était plutôt sympa à voir comme move. On a eu aussi un gros bump avec l'esquive d'Orton sur une tentative de West Coast Pop de Rey Wei, qui se prend une chaise directement donc sur les couilles. Rey qui est ensuite écrasé sur le ventre, hein, sur une chaise placée sur la table des commentateurs. Le match, par contre, ensuite se ralentit au fil des minutes. Orton est méthodique, comme on l'a souvent vu. Donc c'est un peu l'Orton moment, l'Orton time. 4 chaises sont ensuite alignées sur le ring par Orton. Il nous prépare quelque chose. Mysterio, finalement, surprend Orton en le balançant sur l'une de ses chaises, puis le retourne avec un joli move circulaire, hein, suivi d'un roll-up. Petite surprise donc avec Orton qui avait pourtant davantage le momentum actuellement, mais c'est finalement Rey qui gagne chez lui à domicile à San Diego, hein. Ça pouvait peut-être aussi avoir son incidence. Match que j'ai plus apprécié au début qu'à la fin, où le rythme malheureusement c'est au fil de l'eau ralenti à cause du style méthodique d'Orton, hein, son style chiant et caractéristique. Le match finalement en est rendu moyen, 2-3 bons moments avec les chaises, mais pas plus que ça. Match que j'ai noté 2,75. Voilà, c'est pas, y a rien à dire de plus. C'était un match qui aurait aussi pu avoir lieu à SmackDown. Match suivant. C'est déjà, on arrive vraiment dans les gros matchs maintenant. Ronda Rousey contre Nia Jax. 11 minutes. On reste à nouveau dans les 11-12 minutes. On a Nia Jax qui domine, hein, plutôt le début du match avec sa force habituelle, notamment en fonçant dans le bras de Ronda, hein, qui était contre le poteau. On a Ronda ensuite qui aura tout de même tenté 2 armbars assez tôt dans le match, mais sans succès. Ronda réagit ensuite plus tard, notamment avec un joli crossbody à l'extérieur du ring, hein. Le ralenti était plutôt pas mal. Puis une sorte de Superman Punch, assez étonnant de sa part. Ronda kick out quand même d'un Samoan Drop, hein, qui est quand même l'une des prises de finition de Nia Jax. Il y a une tentative aussi de Samoan Drop de la deuxième corde de la part de Jax, mais Ronda
contre avec un powerbomb, mais Jax arrive à se dégager. Tamina distrait Ronda pendant une tentative de armbar de Ronda sur Jax. Et ensuite, il y a un facebreaker en préparation de la part de Jax, mais contré par Ronda avec une roulade, suivie d'un armbar. Et ensuite, Ronda dit à Tamina, elle fait le signe « This is for you ». On embrassa le doigt on embrassa, elle fait This is for you en pointant du doigt Tamina. Elle embrasse le facebreaker, le poing de Jax avant sa prise, et Jax abandonne. Match qui finalement n'était pas si dégueulasse que ça, j'ai trouvé, au global, même s'il n'y avait aucun suspense, bien entendu, sur la victoire de de Ronda, pardon. Chacune est restée dans son style, on va dire. Match que j'ai quand même noté 3 étoiles. Je pensais pas que ça allait aller aussi haut. Le segment suivant, quand même en backstage, on a vu Becky Lynch qui a croisé la route de Nia Jax, et elle fout un coup de pied suivi d'une grosse droite à Jax en coulisses, avec une grosse réception contre une caisse aussi de la part de Jax. Voilà, c'était la petite vengeance. Le public a bien popé, et puis Tamina est arrivée mais un peu trop tard. Bonne pop donc du public, bien bonne réaction. Et plus tard, en interview, Ronda Rousey dira au sujet de Charlotte, "Payback is a bitch. I'm the baddest woman on the planet." Ce qui pouvait d'ailleurs ouvrir vers quelque chose lors du main event, ce qu'on va évoquer un peu plus tard. Donc voilà, match qui était regardable et pas si dégueulasse que ça au final. Et une Ronda qui évidemment continue sur son règne interminable, et je pense qu'il va être vraiment interminable. Match suivant, match entre Daniel Bryan et AJ Styles pour le championnat de la WWE. 24 minutes, donc ça aurait été le match le plus long de la soirée. Un AJ Styles qui est quand même plus brutal que d'habitude, avec le regard, on l'a vu dans son regard, le regard de quelqu'un qui veut vraiment se venger, après le low blow qu'il avait reçu bien entendu. Bryan a vraiment changé sa façon de lutter depuis son heel turn, et il est moins chiant que d'habitude, que ces derniers mois. Et c'est vraiment rafraîchissant de le voir comme ça, avec ce nouveau gimmick, ce new Daniel Bryan. Et le match vraiment d'un haut niveau, entre deux excellents lutteurs. Vraiment un match agréable à suivre. Styles insistera beaucoup quand même sur la jambe gauche de Daniel Bryan en essayant de la blesser, en portant notamment un half crab et un calf crusher, dont Bryan se sortira quand même en prenant la corde. On a ensuite un phénoménal forearm de Styles hors du ring. Bryan qui esquive une nouvelle tentative de phénoménal forearm in-ring cette fois-ci. Styles évite de peu l'arbitre. AJ tente un roll-up, mais Bryan renverse aussitôt avec un autre roll-up pour la victoire. Donc c'est un contre-roll-up. Donc le man of the roll-ups, le master of the roll-ups, Daniel Bryan, qui donc s'impose à l'ancienne. Je pensais quand même que la rivalité se prolongerait avec une fin plutôt contestable, par exemple une disqualification de Bryan sur un low blow par exemple. Mais là, même si Styles se fait surprendre, la fin reste clean et sans contestation possible. Donc du coup j'ai hâte de voir la suite, autant pour Bryan que pour Styles, puisque finalement Styles il a perdu son rematch, donc maintenant il va falloir passer à autre chose. Cela étant, Styles avait dit vouloir prendre un peu de recul. On avait entendu ça, donc ce qui peut aussi expliquer cette fin indiscutable et qui ne devrait pas prolonger donc la feud. Donc peut-être que Styles va un peu pas disparaître, mais un peu mettre un peu lever le pied un petit peu, et qu'on verrait et qu'on va voir peut-être un autre challenger pour Daniel Bryan. Je me demande ce qu'ils vont lui réserver. En tout cas, le match était vraiment de bonne qualité entre deux super lutteurs. Pas de suspense de ce côté-là, et puis le résultat logique. Pas donc de style champion, c'est évident. Et Bryan, il faut qu'il continue sur son run. 3 étoiles 75, 3 quarts donc. Un bon match, agréable à regarder. Et, probablement l'un des meilleurs de la soirée. Allez, l'un des deux meilleurs avec le main event, dont on va parler juste après. C'était vraiment un match vraiment agréable. Match suivant, match entre Dean Ambrose et Seth Rollins pour le championnat intercontinental. Match ça aurait été pas mal qu'il y ait un ladder match, par exemple une petite stipu là, ça s'y prêtait davantage, vu le passif entre les deux hommes, parce que par exemple un Mysterio Orton, un Lashley Elias, ce qui avait vraiment besoin d'une stipu à la mode TLC, pas spécialement. Ambrose Rollins, Bryan Styles, ça aurait été davantage
cohérent de le faire, c'est dommage. Le match donc 23 minutes quand même, 23 minutes, donc juste intercalé entre le main event et le Bryan Styles au niveau de la durée. Même un tout petit peu plus long, pardon, excusez-moi, un tout petit peu plus long que le main event, mais juste un poil plus court que le Bryan Styles, on va y arriver. Le remix du thème d'Ambrose en heel, en tout cas, avec l'alarme, est vraiment dégueulasse. Ils auraient vraiment dû le changer complètement. Franchement, j'ai du mal à m'y faire à cette alarme. Le début du match est plutôt dominé par Dean Ambrose, comme si Rollins n'arrivait vraiment pas à trouver la solution pour inquiéter Ambrose. On le sent vraiment impuissant. Et comme souvent, Seth Rollins va vendre un genou blessé. C'est un peu trop récurrent à mon goût, je trouve. Il n'arrive pas notamment à porter un Sunset Flip Powerbomb de la 3e corde, à cause de ce genou blessé justement. Mais il se reprend tout de même avec un Buckle Bomb. Ce genou endolori fait que Rollins est moins flamboyant que d'habitude dans ce match. Toujours globalement dominé par Ambrose qui impose son rythme. Il arrive tout de même à porter son enchaînement Superplex Falcon Arrow, mais Ambrose se dégage. Rollins se tient toujours le genou. Le public d'ailleurs n'accroche pas trop à ce match. On entend même des chants This is boring et des huées. Donc une ambiance un peu bizarre. Alors que ça aurait dû être quand même bien mieux que ça. Et le public aurait dû davantage embarquer. Ambrose ose proposer quand même un fist pump à Rollins. Rollins, bien entendu, refuse. Et lui porte un super kick. Il portera même un buckle bomb contre la barricade à l'extérieur. Rollins reprend à ce moment-là l'ascendant. Mais il prend même le temps de parler à Ambrose et de le gifler au passage. Mais Rollins se projette dans les cordes et se fait contrer par un Dirty Deeds comme un gros con. Et puis évidemment Dirty Deeds qui permet à Ambrose de l'emporter et donc de devenir le nouveau champion intercontinental. Ce qui n'est pas une surprise, je vous l'avais pronostiqué. Il le fallait, je pense, afin de crédibiliser le heel turn d'Ambrose. Mais le match était quand même un peu bizarre et j'ai eu du mal à l'apprécier. Et c'est probablement, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, probablement dû aussi au fait que le build-up ne m'a pas assez investi. Il a été raté. Et cette feud est vraiment, on est passé à côté de quelque chose d'énorme. Et j'ai vraiment pas réussi à rentrer dans ce match et dans cette feud. Rollins était moins flamboyant que d'habitude à cause de ce genou endolori, de ce genou blessé vendu. Et ça m'a pas aidé non plus ça n'a pas aidé à avoir un match de qualité. Et en plus, Ambrose n'étant pas le lutteur le plus fun du roster, loin s'en faut, forcément ça n'a pas aidé non plus à avoir un match flamboyant. Donc voilà, on est passé à côté d'un gros truc. Ils auraient vraiment pu booker ça largement mieux que ça. Le personnage d'Ambrose, ils sont passés à côté. Les Mascagas, c'est n'importe quoi. C'est un lunatique. Il faut faire passer Ambrose pour un lunatique. Mais c'est pas comme ça qu'on passe pour un lunatique. C'est un hors-sujet. Pour moi, voilà, si on était à l'école, si j'étais professeur, je mettrais un gros HS en rouge au-dessus de la copie. Et je mettrais un 0 sur 20, tout simplement. Voilà, bon, je vais pas mettre 0 sur 20, mais sur la note du match, j'ai mis quand même un petit 3 étoiles. Voilà, parce qu'il y a quand même eu des prises, il y a eu des choses, il y a un petit storytelling. Donc ça mérite quand même un peu plus que la moyenne, mais c'est vraiment je dirais frustrant. Ça aurait pu être largement meilleur, et ils nous ont vraiment... Ils nous ont déçus. Ils nous ont déçus avec cette feud et on a appris d'ailleurs que Vince McMahon en coulisses a été énervé par ce match. Il a pas aimé ce match et ça me rassure un petit peu que pour une fois que Vince pense comme nous. Et on peut s'inquiéter pour la suite des opérations, notamment pour Seth Rollins, dont on annonçait pourtant un match face à Lesnar à WrestleMania 35. Alors peut-être que ça va bouleverser les plans. Pour le Rumble où il était challenger, un challenger possible pour la victoire. Ça risque d'être compliqué. Après, ça reste des rumeurs, ça reste des news backstage, on va dire. Mais c'est vrai que pour Rollins, il va falloir un petit peu se refaire et se renouveler, parce que là, il avait fait une bonne année Rollins pourtant, mais là, c'est vrai que c'est depuis que finalement que le Shield est revenu, Rollins, il a clairement baissé. Il a clairement baissé et il s'est éteint au fil de l'eau. Et ce retour du Shield, j'en ai encore un goût amer dans la bouche et je trouve que c'est l'un des gros flops de l'année, ce retour du Shield, et ça a tout foutu en l'air. On va passer au main event maintenant entre Becky, Charlotte et Asuka dans un triple threat TLC match. 22 minutes 30, donc une très bonne durée de main event. Et d'ailleurs, main event
absolument mérité pour ces 3 filles. C'est bien de l'avoir fait, de l'avoir mis là, à cette place. C'était mérité, il le fallait. Donc ça, c'est une très bonne chose. Asuka est d'ailleurs assez présente et dominante même en début de match. Charlotte porte son moonsault habituel à l'extérieur du ring, même si elle retombe plus entre les 2 filles, ce qui fait que du coup la manœuvre est rendue moins percutante au final. Becky Lynch enchaîne ensuite les coups de chaise sur Asuka et Charlotte. Elle place même ses 2 adversaires sur la table des commentateurs. Elle grimpe une échelle qu'elle avait placée et fait une grosse descente de la cuisse, mais uniquement sur Charlotte, car Asuka avait quand même pu esquiver. C'est un des gros spots du match. Asuka et Lynch grimpent ensuite en même temps sur une échelle pour essayer de décrocher la ceinture, mais Charlotte revient avec des coups de kendo stick sur les 2 filles. Asuka s'excite à son tour avec plusieurs coups de kendo stick sur Becky Lynch, puis se fait surprendre par un spear de Charlotte contre la barricade à l'extérieur du ring, et c'est à ce moment-là que n'importe quel homme au monde aurait aimé être à la place d'Asuka. Je pense que vous aurez compris ce que je veux dire si vous avez encore en tête les images. Becky Lynch en profite pour monter l'échelle, mais Charlotte la rattrape. C'est le début alors d'un duel entre Becky Lynch et Charlotte. Charlotte prend le dessus, elle pose Lynch sur une table à l'extérieur, et Charlotte porte un cannonball sur Lynch avec la table qui s'écrase derrière. Assez étonnant comme move de sa part, je me souviens pas l'avoir vu auparavant. Charlotte en profite alors pour grimper l'échelle, mais Asuka la rattrape. Charlotte arrive à toucher la ceinture, mais Asuka résiste. Lynch revient alors avec une seconde échelle qu'elle pose juste à côté. On a le droit à un duel Lynch-Charlotte sur cette échelle, cette fois-ci. Celle que Lynch avait posée, alors qu'Asuka, elle, était tombée. Et c'est là que, sans surprise, on l'avait envisagé, Ronda Rousey se pointe. Et qu'est-ce qu'elle fait, bien entendu? Elle fait tomber l'échelle sur laquelle Lynch et Charlotte se trouvaient. Le public hue et n'apprécie pas la manœuvre de Ronda. Là-dessus, Ronda, elle se casse. Asuka en profite alors pour grimper l'échelle toute seule et décrocher la ceinture. Nouvelle championne Asuka. Et dire, si vous avez vu et écouté ma vidéo pronostic, et dire que c'était la première fille que j'excluais de mes pronostics, puisque comme quoi tout est possible, parce que c'est vrai que je disais que c'est vrai, Asuka elle parlait pas anglais, Vince lui faisait pas confiance à cause de ça, et qu'elle avait, depuis le temps qu'elle était dans le main roster, elle avait jamais gagné aucun titre. Donc ça commençait à sentir le roussi. C'est vrai qu'il y a eu ce petit comeback d'Asuka petit à petit. On l'a intégré au Triple Threat. Et puis c'est vrai qu'il y avait la news dont je vous avais parlé, qui disait que on l'avait intégré comme au match Becky Charlotte qui était prévu initialement à TLC, ils l'ont intégré comme 3e membre. Je vous disais parce que c'était au cas où Becky n'est pas totalement récupérée de son nez cassé et de sa commotion, ça aurait été la solution du coup backup. Mais il y avait aussi une autre news dont je vous avais pas parlé, qui disait aussi que le fameux segment où Becky choisit son adversaire pour TLC, lorsqu'on a toute l'enfilade des filles, à un moment donné, lorsqu'est venu le passage avec Asuka, le public avait bien réagi, et du coup ça avait apparemment donné l'idée à Vince d'intégrer Asuka. Voilà aussi un autre élément que je ne vous avais pas aussi indiqué, et qui pouvait éventuellement donner une petite indication sur ce qu'ils allaient faire. En tout cas, ça a été un super match. Franchement, digne d'un main event de pay-per-view, ça fait plaisir. Ça l'a en plus. Alors cette fin de match, ça a au moins l'avantage de permettre, logiquement, à Charlotte et Becky de faire toutes les deux le Rumble. Du moins, si Becky ne gagne pas son rematch d'ici là face à Asuka. Mais c'est vrai que visiblement, d'après ce qu'avait dit Shane McMahon cette semaine, l'histoire des rematchs, ça semble terminé. Alors je sais pas pour combien de temps. C'est quand même, ça va faire bizarre parce que c'est vrai que c'est quand même une règle à laquelle on est tous habitués. Mais maintenant les rematchs ne sont plus systématiques. C'est pour ça que par exemple AOP n'a pas eu son rematch contre Gabe Hollywood, et que finalement on a eu un fatal 4-way pour désigner les challengers numéro 1, et ça a été le revival au final. Donc finalement l'histoire des rematchs, ils arrêtent ça. Ils ont programmé un Becky Asuka pour le Rumble qui a finalement été annulé, en tout cas pas officialisé, par Paige, qu'elle a annoncé sur Twitter. Donc c'est bizarre ce qu'ils font. Peut-être pas de rematch du coup pour Becky, et donc une présence au Rumble qui semble quand même inévitable.
Euh, et en tout cas, ce finish avec Ronda annonce de façon encore plus claire un triple threat match entre Charlotte, Becky et Ronda à WrestleMania 35. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Ronda a fait tomber à la fois Charlotte, certes, mais aussi Becky par la même occasion, hein, même si Ronda en avait surtout après Charlotte à la base, parce qu'il s'était passé au Survivor Series. La réaction de Becky Lynch à ce sujet donc est intéressante. Du coup, à voir, c'est ce qu'on a vu un peu à SmackDown. Et du coup, on a un peu du 2 contre 1 là. Ça va être la vengeance, la double vengeance sur Ronda, pardon. Et c'est ça aussi qui peut tendre vers un triple threat match, plus que vers une revanche entre Charlotte et Ronda à WrestleMania 35. Donc on va voir comment ils vont finir, comment ils vont booker ce Rumble, peut-être avec un finish à la Luger Hart, comme je vous avais dit, avec Becky et Charlotte qui toucheraient le sol toutes les deux en même temps, ce qui permettrait du coup peut-être de partir vers un triple threat match. Un match de qualité, donc 3 bonnes compétitrices. Clairement, les 3 meilleures lutteuses de la WWE sont sans contestation possible. Quand on voit ce match, il n'y a vraiment pas photo. Les spots sur cool. Il y a eu de la brutalité avec les chaises, avec les kendo sticks, les tables, les échelles. Donc la stipulation de TLC a été très très bien respectée. On peut regretter un peu le finish du match, même s'il était plus que prévisible et qu'on peut le critiquer. Il a une logique scénaristique, on va dire. Ils auraient pu aussi intégrer plusieurs filles, peut-être Ember Moon, peut-être Natalia, la Riot Squad, Tamina, Nia Jax. Bon, ils en sont restés à Ronda, puisque finalement tout tourne autour de ces 3 filles actuellement, au niveau des filles, du roster féminin de la WWE. Donc, c'est un peu dommage aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dommage que l'interview backstage qu'on avait vu de la part de Ronda, où elle nous ait un petit peu spoilé son intervention, puisque, comme elle disait, Payback is a bitch, I'm the baddest woman on the planet, c'est ce qu'elle disait en interview quelques minutes avant le match. Donc on pouvait dire qu'elle allait intervenir, c'est juste un peu ça que je déplore. Ma note, 4 étoiles. Allez, je devrais même noter ça à 4 étoiles 25, parce que c'était l'un des, le meilleur match de la soirée avec le Bryan Styles, et ça a relevé largement le niveau, et ça a été vraiment très très bien pour le catch féminin. Au final, le bilan donc de ce pay-per-view, un peu comme ce que j'attendais, c'est-à-dire un pay-per-view honorable, qui mérite plus que la moyenne. Et comme je le pressentais au vu de la carte, il a mêlé des bons matchs à des matchs plus ordinaires au niveau de la qualité. C'était aussi ça, quand on a vu le contenu de la carte. Il y avait forcément des matchs un peu OSEF, des matchs un peu niveau Raw ou niveau SmackDown, niveau weekly quoi. Et on s'en doutait, comme le Elias Lashley, voilà, Balor, Drew McIntyre, correct sans plus, Mysterio Orton, correct sans plus. Le match New Day Baruzos qui était bien, voilà, niveau pay-per-view, mais ils sont pas plus foulés que ça. Et donc l'Ambrose Rollins était décevant, évidemment à l'image du build-up. Le Bryan Styles et le main event ont clairement relevé le niveau. Le Cruiserweight, malheureusement, il a pâti de son placement sur la carte, c'est-à-dire en kick-off, mais sinon il était de qualité. Donc il y a quand même eu quelques bons matchs. Le Natalia Riot aussi, dont j'ai oublié de parler, qui était voilà, au niveau weekly aussi. Ils ont essayé de nous raconter une petite histoire, ok, sympa. Mais voilà, un petit feel good moment pour Natalia, mais c'était pas foufou non plus. Bref, donc il y a quand même pas mal de matchs qui étaient vite oubliables. Et donc, je donne quand même la note de 7 sur 10 à ce pay-per-view, qui clôture quand même bien l'année 2018, car a été quand même une année difficile pour la WWE. Quand même, on s'est mangé notamment des Monday Night Raw absolument terrifiants, pendant toute l'année. On en aura quand même bavé de chez bavé. Et l'automne a un peu relevé le niveau au niveau des pay-per-view, ce qu'il faut quand même relever. Alors en dehors des choses spéciaux comme Crown Jewel notamment, ou Super Showdown, que on a quand même des pay-per-view qui sont quand même globalement corrects sur l'automne. Après SummerSlam, finalement, ce qui s'est passé après SummerSlam, ça a un peu relevé le niveau, avec les Survivor Series qui étaient très corrects, Hell in a Cell qui pour moi est le pay-per-view de l'année, et donc ce TLC aussi de bonne facture, et puis Evolution qui était un show un peu particulier évidemment, mais qui était aussi de très bonne facture. Bref,
Voilà, l'automne nous aura un peu sauvé la mise du côté de la WWE, mais malheureusement on n'oublie pas les autres, tout ce qu'il y a eu avant, on n'oublie pas le WrestleMania décevant, on n'oublie pas Backlash, on n'oublie pas Fastlane, on n'oublie pas Extreme Rules, on n'oublie pas le traitement de certains lutteurs, notamment ceux de la NXT, toujours pareil. On n'oublie pas les storylines de merde, on n'oublie pas les moments gênants. Il y a beaucoup trop de choses encore à corriger. Je sais pas si ce shake-up, enfin ce shake the things up annoncé par les McMahon va changer quelque chose, mais de toute façon, il faut vraiment secouer le cocotier et passer à autre chose. Et les call-ups, c'est bien. Des nouvelles têtes de NXT, j'en suis très heureux et c'est bien. Et j'attendais ça avec impatience parce que ça m'excite toujours d'avoir des call-ups. J'aime bien avoir des nouvelles têtes, mais avec le retour de Kevin Owens et Sami Zayn qui a aussi été annoncé, alors pas tout de suite, mais ils ont quand même été annoncés dans des petits clips. Plus les call-ups, il y en aura sûrement d'autres après le Rumble, donc il va falloir quand même faire de la place et puis surtout booker ça correctement, parce que comment mettre en valeur tout ce beau monde si c'est pour continuer à faire les bookings qu'ils nous font depuis le début de l'année là, et même bien avant. C'est difficile, ça va être difficile. Et il va falloir vraiment relever le niveau, parce que n'oublions pas que qu'en septembre prochain, c'est SmackDown le vendredi soir du côté de la Fox, donc ça va tout changer. Une autre case horaire, un autre jour, une autre chaîne, plus axée sur le sport. Donc il va falloir aussi préparer ça aux petits oignons, et il y aura forcément du shake-up dans l'air. Et Monday Night Raw risque de devenir le bichot si ça continue. Et en tout cas au niveau qualitatif, c'est déjà même un peu le bichot. SmackDown est quand même au-dessus. Pas toujours au rendez-vous, mais ça reste quand même au-dessus de manière générale. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce TLC. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous la regarderez nombreux malgré le retard. Il y avait beaucoup de travail encore cette semaine. Là, je suis en vacances pendant quelques jours, donc je serai un peu plus présent et j'espère peut-être tourner 2-3 vidéos, une ou deux vidéos, on va dire bilan de 2018. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite déjà de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël surtout. En vous souhaitant plein de bonnes choses. Je vous montrerai peut-être mes figurines de catch, parce que je vais en avoir pour Noël. Donc il y a des nouvelles figurines qui vont se profiler. Ça, j'ai envie aussi de vous les montrer. Voilà. Et 2019, j'espère que ça va s'améliorer. Ma chaîne, on va continuer. On va faire au mieux. Avec donc une nouvelle intro déjà. Voilà. Peut-être du nouveau contenu. On va y réfléchir. Voilà. Et surtout, il faut s'abonner. Il faut liker les vidéos. Pour mon exposition, c'est bien sûr capital, vous connaissez les bails. Il faut de l'exposition et pour ça, il faut des likes et surtout s'abonner. Et pour que je puisse exister parmi tous ces youtubeurs catch qui existent, il y en a de qualité que je ne vais pas citer parce que vous les connaissez déjà et vous les suivez sûrement aussi. Donc il faut aussi que je puisse exister et me faire ma place parmi cette longue table de youtubeurs catch, et on verra bien. J'espère que ça va fonctionner et qu'on va continuer comme ça. Allez, excellent Noël à tous, reposez-vous bien, vous l'avez mérité, et on se donne rendez-vous très vite. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.